Il était vrai que dans sa vallée natale, où on se levait et se couchait avec le soleil. 3 minutes de lecture qu'elle répète inlassablement. Mathilde s'entraîne quotidiennement pour devenir la nouvelle petite championne de la lecture. J'essaye de faire des voix différentes pour chaque personnage, faire une voix un peu plus aiguë pour Dracou, une voix plus féminine pour Héloïse et une voix plus grave pour Charles. Je m'entraîne peut-être environ 5-10 minutes pour retravailler les points qui pourraient me coûter la victoire. Elle interprétera un passage d'Héloïse, mousquetaire du roi, une œuvre qu'il a repoussée au début, mais qu'elle a fini par apprécier. Son amour des livres, lui, ne date pas d'hier. Alors nous sommes très fiers que l'une des passions de Mathilde depuis très jeune, très petite, soit la lecture. Elle passe énormément de temps à lire. Elle peut même marcher dans la rue avec un livre à la main et on doit même faire attention à ce qu'elle ne se prenne pas d'obstacles en marchant. Blavoue, mais ce n'est guère le moment de plaisanter. Mais je ne plaisante pas du tout. Un garçon déguisé en fille, je trouve ça vraiment craquant. Mais comment interpréter les personnages sans comprendre les motivations de leur auteur, Jean-Luc Marcastel? Pourquoi une jeune fille débrouillarde, sauvage, au lieu d'une jeune fille coquette? Pour y répondre, il a fait le déplacement. Je ne sais pas si je dois faire une voix plus grave ou plus aiguë pour Charles. L'occasion aussi de donner quelques conseils. D'être naturelle, comme elle est en fait, voilà. De ne pas se laisser impressionner, d'être elle-même. Je crois qu'elle maîtrise très bien le texte. Après, la seule chose qu'on peut avoir peut-être là-bas, c'est d'être un peu intimidé, peut-être par les lieux, etc. Il faut espérer que voilà, elle ne soit pas intimidée, mais je fais entièrement confiance là-dessus. À force de le répéter, Mathilde connaît son extrait par cœur. La date de la finale approche, mais elle est fin prête. Je comprends mieux certaines parties du livre. Je comprends pourquoi ce livre a été écrit et tout. Et du coup, maintenant, il me manquait les dernières pièces du puzzle que j'ai pu rajouter aujourd'hui. Avoir une championne régionale de lecture dans sa classe, c'est une première pour son enseignante. Elle qui inscrit ses élèves à chaque édition depuis 5 ans va suivre de près l'évolution de sa jeune prodige. Alors moi je l'accompagne et sa maîtresse de CE1 l'accompagne aussi, ainsi que ses parents et sa famille, mais on ne pouvait pas rater ça. Je donne chaque année rendez-vous à mes CM2 10 ans plus tard pour qu'ils viennent me dire ce qu'ils deviennent. Donc je donne rendez-vous à Mathilde dans 10 ans pour me dire si elle a déjà publié un livre. De lectrice à autrice, il n'y a qu'un pas que Mathilde a hâte de franchir. Qui sait ? Damien Vuibert n'était pas sur place quand l'orage de grêle s'est abattu sur le palais fermier, mais de retour à Granges-l'Évêque, il a vite compris que les dégâts seraient nombreux, même s'il a fallu attendre dimanche matin pour dresser le premier constat. Un constat rude, les bâches de toutes les serres ont été perforées par des grêlons très tranchants. Les cultures à l'extérieur non plus, comme les salades, les oignons, les courges, n'ont pas tenu le coup. Même les échalotes, ça les a sectionnées. On est effondré. En plus, il y a tellement de choses à voir en même temps. En fait, c'est qu'en même temps, il y avait les toitures des maisons qui étaient abîmées. Il fallait essayer de changer des tuiles au plus urgent. Donc, on se retrouve vite dans une spirale, en fait, à dire faut pallier au plus urgent. On a ça derrière la tête. On se dit, on va voir. Bon, donc ce matin, on refait le tour. On constate à nouveau que les dégâts, ils sont toujours là. Et là, voilà. Là, c'est plus la projection. Comment on va faire dans les semaines à venir, mais dans les mois à venir. Parce que, en fait, les cultures de choux qui sont impactées, ça ne va pas nous impacter aujourd'hui, mais ça va nous impacter cet hiver, quoi. Ce lundi matin, l'assureur était attendu, mais ni les bâches des serres ni les productions extérieures ne sont assurées. Le préjudice financier s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'entreprise maraîchère doit s'adapter. Les salades devraient être absentes des étals pendant plusieurs semaines. Les melons pourraient ne jamais voir le jour cet été. Beaucoup de solidarité au niveau des clients. Beaucoup de clients m'ont envoyé des petits messages de soutien. Donc ils sont prêts à faire des efforts en disant on peut acheter des légumes abîmés. Il y a beaucoup de choses comme ça qui me font énormément plaisir. Alors, elles sont vraiment abîmées, quoi. Il y a des légumes qui sont invendables. Donc il va y avoir un impact, oui, dans un premier temps pour les clients. Je pense qu'il n'y aura pas de salade ou de la salade très moche à vendre. On va voir comment on fait. Pour l'entreprise, par contre, les conséquences sont beaucoup plus importantes. On a toutes des cultures à remettre en place. Toutes nos bâches, pour nos bâches de serre, c'est très compliqué d'assurer. Ça
Ça coûte énormément cher parce qu'en fait une bâche, les assureurs nous disent beaucoup de vétusté très rapidement. Donc en fait on a des surcoûts d'assurance et très peu de remboursement. Je savais que mes bâches de serre n'étaient pas assurées, mais je m'imaginais jamais un jour avoir toutes les serres détruites en même temps. Un surcoût qui pourrait être allégé en cas de classement de Granges-l'Évêque en état de catastrophe naturelle suite à l'épisode de grêle. En attendant, le palais fermier doit reconstruire. Les orages sont de plus en plus violents, les coups de vent sont de plus en plus violents. On voit que ça arrive à droite, à gauche. On se dit à chaque fois, ça va passer à côté. Et puis, il y a un jour ou l'autre, ça nous tombe dessus, quoi. Pour soulager financièrement l'entreprise, les exploitants ont lancé une cagnotte en ligne. Le sénateur vosgien Jean Ingray vient de sortir son premier essai sur un monstre sacré de la politique, un personnage qui aura marqué les Vosges et Remiremont notamment, Christian Poncelet, un livre-offert à l'actuel premier magistrat Jean-Benoît Tisserand. Les trois hommes partagent d'avoir ou d'occuper encore ce siège municipal. Pour Christian Poncelet, ce fut de 1983 à 2001. Ce gaulliste ardennais d'origine avait déjà gagné la députation dans ce département d'adoption qui lui doit beaucoup. C'est le TGV dans les Vosges, c'est le désenclavement des Vosges par les différentes routes que nous avons. C'est aussi des entreprises qui ont été sauvées, implantées, Minolca, Thierrier, Debuyer. C'est une époque aussi où il y avait beaucoup d'argent public. Et c'est vrai qu'il a savamment profité par sa pugnacité du fait d'aller chercher beaucoup d'argent. Il n'y a pas un maire ou un ancien maire qui, dans les différents villages que je peux visiter quotidiennement, qui ne me parle pas de Christian Poncelet. Christian Poncelet, c'est une longévité en politique, 150 ans de mandat cumulé. Il sera à la tête du département pendant plus de 39 ans, mais aussi président du Sénat 10 ans. Un homme d'État qui avait également ses parts d'ombre. Ses amis d'hier devenaient parfois ses meilleurs ennemis. Je retrace le fait que c'est lui qui a amené Philippe Seguin, qui l'a fait grandir. Et puis à un moment, comme très souvent en politique, la paranoïa et l'irrationnel aussi peuvent dominer. Donc il y a eu cette guerre fratricide. Le sénateur Ingray s'est aussi intéressé au rôle à l'international du président Poncelet. En tant que président du Sénat, mais aussi avant, en tant que sénateur, en tant que ministre, et puis envoyé par le président Hollande, par exemple en Russie. C'était l'ami d'État d'Israël, il était ami avec la Chine, il était ami avec de nombreux pays aussi en Amérique du Sud, en Afrique. Donc voilà, il a contribué aussi à l'image de la France, à l'international, avec quelque chose qui me tient à cœur, c'est parler des Vosges, matin, midi et soir. Le livre sort en juillet, préfacé par l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui sera en septembre dans les Vosges aux côtés de Jean Ingray pour le dédicacer. Sur 340 mètres carrés, l'exposition « Il était une fois Montréal » rétablit un lien oublié entre la plus grande ville du Québec et l'Aube. On ne l'a pas vu dans nos livres d'histoire-géographie. De salle en salle, le parcours retrace les prémices de la découverte puis l'exode des Champenois dès le XVIIe siècle. Parmi les figures clés de la naissance du Canada, Paul de Chaumené de Maisonneuve, né à Neuville-sur-Vanne, fondateur de la ville de Montréal. Créer une ville qui aujourd'hui compte plusieurs millions d'habitants et une des premières métropoles d'Amérique du Nord, je trouve que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Il y a une société secrète catholique qui est quand même à l'origine de la fondation de Montréal. Là, c'est l'occasion de la découvrir à travers cette exposition. C'est un peu fascinant, c'est comme un mystère un peu. Une partie du mystère liant l'Aube au Canada a été levée via cette revue spécialisée. Grâce à ces panneaux explicatifs, l'exposition permet au grand public de redécouvrir en détail cette histoire de migration outre-Atlantique. Vous êtes champenois et vous venez du fin fond des terres. Une première traversée de 3 mois, ça peut être intense. Les gens me demandaient au début, pourquoi Troyes, une exposition de Montréal à Troyes, en Champagne? Ces articles-là, ça donne tellement le goût de venir faire un tour à Troyes et en Champagne. Depuis hier, je vais dans des commerces et, évidemment, on reconnaît mon accent. Là, je leur dis, les 2 fondateurs de Montréal sont originaires d'ici. Alors, les gens sont éberlués ici. Si on leur en parle, ils vont vraiment adhérer et ils vont s'intéresser à l'histoire. Pour moi, c'est très, très important aujourd'hui qu'on raffermisse ces liens qui sont des liens historiques très, très forts. L'exposition séduira aussi les passionnés d'histoire avec près de 200 pièces rares issus de grands musées nationaux ou de collections privées. Il y a un carnet de dessin d'un jésuite qui s'appelle Chauchetière. Normalement, on le voit en reproduction, mais c'est la première fois qu'on peut le voir en vrai. Donc la matérialité de l'objet est là, est restituée parfaitement. C'est exceptionnel. Beaucoup d'œuvres qui sont vues aussi pour la première fois de manière inédite.
Donc ce costume qui a été complètement redécouvert dans les collections du Quai Branly et du musée de l'Armée. Si vous prenez le guide du routard sur le Québec, il y a 1,5 ligne sur des bonnes sœurs qui ont été là-bas autrefois et c'est tout. Alors c'était quand même une grande aventure religieuse. L'exposition honore cela, ça c'est honnête. De voir tous ces documents-là rassemblés, toute cette histoire commune à Montréal, à Troyes, à l'Aube et à la Champagne, ça c'est extraordinaire de voir ça. Visible jusqu'au 2 novembre, l'exposition s'accompagne d'un riche programme d'événements, randonnées, conférences, ciné-débats et concerts pour renouer avec cette histoire commune. Un temps maussade, en contraste avec l'esprit festif qui régnait ce dimanche au Théâtre du Peuple de Busson. La journée marquait le top départ d'une année jubilatoire, l'anniversaire des 130 ans de ce site emblématique pour la culture vosgienne. L'occasion de présenter la saison 2025 qui s'annonce encore plus riche que d'ordinaire. On a travaillé depuis plus d'1 an avec les associations locales de Busson et des villages autour. Associations qui avaient pour objet tout un tas de pratiques qui ne sont pas forcément que des pratiques liées à la culture ou au théâtre. Voilà, ça peut être des pratiques sportives, des pratiques de loisirs. Donc on s'est mis ensemble, on a inventé plein de choses et du coup tout l'été il y a tout un tas d'événements qui ont lieu de maintenant au 15 septembre. Une manière de faire humanité et revenir à la vocation même de ce lieu, dont les 130 ans d'histoire seront d'ailleurs retracés dans une longue pièce en 6 actes, soit près de 6 heures. Un extrait était présenté pour l'occasion par la troupe de l'atelier amateur pour un petit aperçu des moments de vie de Maurice Potcher et ses successeurs qui ont fait l'objet de nombreuses recherches. On s'est vraiment imprégné du territoire et imprégné de l'histoire du lieu en lisant énormément et en discutant. Et ensuite, ensemble, on a construit une fiction. Et le but, c'était avant tout de répondre à cette question. Comment faire du théâtre aujourd'hui, pour qui et comment on peut rassembler l'humanité dans ce projet potcherien. Selon les jours, vous pouvez choisir de voir l'intégrale ou vous pouvez choisir de ne voir que quelques épisodes. Ça a été conçu pour ça. Au programme également les incontournables pièces à retrouver les soirs et les après-midi, respectivement Je suis la bête, mise en scène et jouée par Julie Delisle, la directrice du théâtre, ainsi que Le Roi nu, proposé par Sylvain Maurice. C'est un spectacle tout public à partir de 8 ans, qui est inspiré de 3 contes d'Andersen, dont le plus connu est Les habits neufs de l'empereur, et qui raconte l'histoire d'un gardien de cochons qui tombe éperdument amoureux d'une belle princesse, et cet amour est réciproque. Mais évidemment, le roi ne veut pas que sa fille se marie avec un paysan, quoi. Et donc, il va lui imposer de se marier à un tyran terrible. Une comédie à découvrir à partir du 19 juillet, du jeudi au dimanche à 15h et à partir du 1er août pour Je suis la bête, du jeudi au samedi à 20h. Quant à la programmation complète, trop riche pour être détaillée ici, elle est à retrouver directement auprès du théâtre.